vous êtes devenu centriste avec l'UCS et vous êtes carrément à gauche. Comment est-ce que ça se fait, Abdou Sadé? C'est le destin, pas de commentaire, c'est la volonté divine, point tiré. Et vous êtes bien dans votre peau aujourd'hui? Très bien même. Absolument. Alors, l'actualité quand même, Abdou Sadé, vous aviez été un élu du peuple. D'ailleurs, vous défendez la cause du peuple. Au regard un peu, bien entendu, de la formation politique dont vous êtes membre, le PASTEF, les Patriotes. C'est l'immigration clandestine. Des jeunes qui embarquent dans des pirogues de fortune pour aller vers l'Europe. Pour vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci. Vous avez posé une question d'actualité et qui constitue une préoccupation majeure pour l'ensemble du peuple sénégalais et du peuple africain. Voilà aujourd'hui que nous sommes en train d'assister à la mort certaine de notre jeunesse, puisque le phénomène concerne essentiellement les jeunes. Lorsque un jeune choisit volontairement ou malgré lui d'emprunter l'océan en vue de pouvoir obtenir ce qu'il n'a pas pu avoir chez lui, c'est le summum du désespoir. Ce désespoir, il faut aussi essayer de voir quelles sont les causes. Nous avons une population essentiellement jeune, plus de 60% ont moins de 20 ans. Cette population aspire à un bien-être. Nous sommes dans un contexte sociétal où le statut de l'individu est déterminé par son bien, par les biens qu'il a. En termes clairs, quand vous avez quelque chose, on considère que vous êtes quelqu'un. Quand vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Malheureusement, les relations sont fondées aujourd'hui sur les pouvoirs des uns et des autres en termes de biens économiques et matériels. Dans ce contexte, lorsque vous perdez l'espoir d'avoir tout, vous ne vous sentez plus humain et vous pensez que vous êtes carrément un mort vivant. Vous perdez de considération au niveau de la famille, vous ne comptez plus en dehors de votre famille, au niveau de la société, parce que vous ne pouvez pas vous imposer faute de moyens, vous êtes perçu comme un individu inutile. Et quand vous tenez à votre dignité et à votre orgueil, vous ne pouvez plus vivre dans ce contexte et vous vous dites que puisque je ne signifie absolument rien dans cette société où je suis marginalisé, il me faut tenter l'aventure pour pouvoir obtenir ce que je pourrais obtenir et pouvoir me réhabiliter et devenir un homme respecté et respectable. Aussi simple que ça. En réalité, ça c'est un aspect du problème. D'accord. L'autre problème c'est quoi? Au-delà maintenant de la situation psychologique dans laquelle vit cette jeunesse, c'est aussi un échec patent du gouvernement dont la mission essentielle et d'assurer le bien-être effectivement à toutes les composantes de la population, particulièrement les jeunes. C'est dans ce cadre que le gouvernement et les gouvernements de façon générale vont jusqu'à créer toujours un ministère de la jeunesse dont la vocation devait constituer un canal de communication et d'échange en vue d'identifier les besoins des jeunes et de tenter d'apporter les solutions dans la mesure du possible. Malheureusement, ici on ramène la jeunesse simplement en termes d'armes que l'on utilise très souvent à des fins autres que leur propre épanouissement. C'est ce qui fait que les différents projets, pour ne pas dire les différents programmes et projets qui ont été formulés pour pensant pouvoir apporter des réponses structurelles à la situation des jeunes, ont connu un échec retentissant pour la bonne et simple raison que du point de vue de la conception, du point de vue de l'élaboration et du point de vue de la mise en œuvre, il n'y a pas de rigueur dans tout ce qui s'est fait. On s'improvise à choisir des individus dont le profil reste douteux, des pseudo-experts et consultants qui ne répondent pas, n'est-ce pas, positivement aux attentes des populations. Conséquence, tous les projets qui ont été faits, dans un contexte aussi marqué par la malgouvernance, absence de transparence dans la gestion, absence de reddition de comptes, le tout fait que pratiquement les fonds destinés à ces projets ne sont pas assurément gérés de la meilleure des manières. L'exemple le plus illustratif, parlons-en, c'est le PROMOD. C'est le projet, le PRODAT.
Le PRODAC, quand vous prenez le document, vous verrez que le PRODAC, dans la formulation du projet, avait pour objectif de créer 300 000 emplois. C'est pas petit, 300 000 emplois. 300 000 emplois. À ce jour, au moment où je parle au niveau de votre micro et de votre télévision, on est à 6 000. Regardez l'écart. Où se trouve le problème? 300 000, 6 000. 300 000, on est à 6 000. Rien. Mais oui, mais est-ce que, alors, est-ce que aussi il ne faudrait pas peut-être revoir les choses au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, non, je m'interroge. Ça pose le problème de la fiabilité des projets. Parce qu'un projet, il n'est pas théorique. C'est dans la mise en œuvre que les éléments indicateurs vont faire ressortir les faiblesses. Or, on est dans un pays où on est allergique à toute forme d'évaluation. On procédait à une évaluation, on aurait mis le doigt pour savoir où est-ce que ça ne va pas, redresser la situation et envisager avec beaucoup plus de sérénité. Mais ici, on a fait comme si c'était une fatalité. Nous sommes à 6 000 pour des objectifs de 300 000 et personne, vous êtes journaliste, personne n'a soulevé cela. Depuis que vous êtes journaliste jusqu'à présent, toute votre maison, je ne suis pas sûr que même les journalistes prêtent attention à cette contre-performance. Encore qu'il faut vérifier si cette information... Non, le projet existe. Entrez dans le site du ministère de la Jeunesse, il n'y a rien de caché. Appelez le ministre lui-même, etc. Il va peut-être rester à se justifier. C'est bien 300 000 l'objectif. Alors le problème c'est quoi? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas pris en compte. Parmi ces éléments, il y a d'abord l'approche inclusive. Fabrice, n'oublie pas qu'on sort d'un contexte où on a appelé à un dialogue national. Pour vous dire que la volonté politique, lorsqu'elle n'existe pas, elle se révèle toujours au grand jour. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que le Sénégal traversait une situation un peu difficile. Mais dans cette situation difficile, il n'y avait pas que l'aspect politique, il y avait l'aspect social. Dans cet aspect... Mais ils ont dit qu'ils ont tenu compte de l'aspect social. Attends, non, cet aspect social devait faire en sorte que, dans les convocations pour prendre part à ce dialogue, que l'on sente que cette majorité de population qui constitue plus de 60% de la population, qui est la jeunesse, la frange jeunesse, puisse être évitée. La jeunesse n'a pas pris part au dialogue, alors que c'est elle qui est la majorité. Comment peux-tu organiser un dialogue national et ignorer la composante la plus significative en termes d'effectifs? Ça pose problème. Cela est simplement révélateur du mépris que le gouvernement a vis-à-vis de sa propre jeunesse. C'est un gouvernement qui n'a même pas confiance à sa jeunesse. Et l'élément aussi illustratif, lors de la révision des listes électorales, on a tout fait pour décourager les jeunes même à s'inscrire parce qu'on n'a pas confiance à ces jeunes. Si réellement le gouvernement avait compris et était confiant de sa politique vis-à-vis des jeunes, ils auraient encouragé les jeunes à s'inscrire pour avoir après de la plus-value ou bien pour en tirer profit. Mais sachant qu'eux-mêmes, ils n'ont rien fait pour les jeunes, ils ne souhaitent pas que ces jeunes s'inscrivent parce qu'ils savent carrément que ce serait la meilleure façon de leur donner l'arme pour qu'ils soient sanctionnés négativement. Donc tout cela c'est révélateur du fait que nous avons un gouvernement qui n'a pas compris ses obligations vis-à-vis de la jeunesse, un gouvernement dont aussi la jeunesse a compris que c'est un gouvernement qui leur a tourné le dos, et c'est l'absence de confiance et cette rupture entre les deux organes qui fait qu'aujourd'hui, aucune autorité ne peut plus avoir la parole et tenter de convaincre les jeunes pour qu'ils cessent l'immigration. Oui, vous avez parlé du PRODAC, je vais vous parler de la DER, je vais vous parler de beaucoup de projets et programmes destinés à un peu résolver la question du chômage en milieu jeune. Et vous pensez qu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas une volonté politique de vouloir régler le problème? Vous savez, par exemple, prenez un à un. Le PRODAC fait partie du plus grand programme en termes d'orgueil pour le président Macky Sall. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites à Macky Sall, dans l'ordre cité, il va d'abord dire PRODAC. Et c'est là où il a échoué. Deuxièmement, vous dites DER. DER, ça fait aussi, c'est un outil de financement. Oui. Rappelez-vous, la dernière rencontre avec la DER, c'était quoi? C'est au sortir des événements de 2021 qu'il a convoqué les présidents de régions des jeunes, les responsables des conseils régionaux de jeunesse, à Diamniadio. Et il a amené les responsables de la DER pour essayer de voir comment on va davantage renforcer le financement. Mais lui, en ce moment, l'objectif c'était quoi? C'était pour valider le fait qu'il ait dit que ce qui s'est passé lors des événements de 2021, il avait compris. Ça n'allait pas se reproduire et qu'il a compris le message. Lui, c'était dans ce sens. Ça, c'était par rapport à son aventure et à son aspiration, du reste illégitime et illégal, à un troisième mandat. Alors, il regroupe les jeunes, il vante le mur de la DER et il pense que maintenant, en réglant cela, les jeunes ne vont plus sortir de leur territoire pour manifester éventuellement contre une volonté risquée du troisième mandat. C'était simplement ça. Il n'avait pas pour mission d'identifier réellement les besoins des jeunes pour leur donner des solutions qui assurent leur autonomie,
mais plutôt, il en fait simplement des militaires désarmés. Et malheureusement pour lui, les faits sont venus et les faits sont têtus, montrer que la deuxième phase était encore beaucoup plus accablante, pour ne pas dire, elle était beaucoup plus violente que la première. Donc, Diamniadio a connu un échec. Parce que c'est au sortir de Diamniadio qu'il a dit que ça ne va pas se répéter. C'est parce qu'il n'a pas compris. Il y a eu aussi le Giancarlo Ndaouni, où il parlait directement avec les jeunes. Oui. Il y a l'ANPEJ, il y a toutes ces structures-là. C'est pourquoi je dis que... En fait, moi, quand vous dites qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est là où j'ai peut-être du mal. La volonté politique, elle n'est pas verbale. La volonté politique, elle n'est pas théorique. La volonté politique se vit. Et elle est concrète. C'est terminé. L'ère des belles paroles, ça c'est terminé. La volonté politique, elle se traduit en acte. L'acte aujourd'hui, c'est quoi? Un président qui souhaite que ces jeunes restent et des jeunes qui défient et qui montrent carrément qu'eux, ils vont partir. Et l'autre